Bienvenue chez April pour ce deuxième bloc d'une séquence de 3 ou 3,5 si on met le warm-up avant le 13-14. Je pense que tu as à peu près tout expliqué sur la séquence. Je pense que ça va être passionnant et on va apprendre plein de choses. Alors, en tout cas, on a la chance d'avoir ce soir une pointure en blockchain, c'est un peu pour les mettre d'impression. Voilà. Bon, écoutez, encore une fois, bienvenue et bonne session, bon meet-up. Et puis on se retrouve après autour d'un verre. Ok, eh ben, merci pour cette introduction. L'objectif, alors, je me présente, je m'appelle François, je travaille depuis 2 ans avec AExec. Donc, je suis développeur principalement de smart contracts. Et l'objectif de cette séance, ça va être d'introduire de manière simple les concepts d'une blockchain et d'aussi voir avec cette technologie qu'est-ce qu'on va pouvoir construire. Et notamment pour donner des pistes et des idées pour le futur hackathon de la cuisine du web et de April Technologies. Donc au niveau du déroulement, je vais présenter des éléments de base. J'essaierai aussi de faire des manipulations. Donc, comme c'est pas mon PC, on verra si j'y arrive. Et ceux qui veulent aussi pourront essayer. Principalement, on va à un moment créer une wallet blockchain. Ce sera un peu la partie manipulation. Et à la fin, aussi, on pourra échanger suite à cette présentation ou si vous avez d'autres questions plus tard. Oui, à la fin ou même pendant, au milieu, n'hésitez pas, interagissez avec nous. Je présenterai les éléments principaux d'une blockchain. On verra comment rejoindre ce réseau. Et on fera aussi nos premières transactions sur la blockchain, voir comment, en tant qu'utilisateur, on peut interagir avec cette blockchain. Et à la fin, comment on peut pas seulement interagir sur des transactions de paiement, mais aussi développer des applications plus complexes. Et c'est dans ce cadre-là où on peut imaginer des applications qui auront un lien avec le monde de l'assurance, par exemple. Donc les éléments d'une blockchain, c'est en fait, il n'y a rien de nouveau, c'est surtout en fait un agencement ingénieux d'un ensemble de technologies existantes. C'est-à-dire c'est des technologies qui existaient, le protocole Internet, le fait de pouvoir faire des réseaux pair à pair, ce qu'on appelle, alors les puristes n'aiment pas trop, mais on peut considérer aussi tout ce qui est base de données distribuées. On va aussi utiliser des outils cryptographiques comme la cryptographie asymétrique. Derrière, ça va être utiliser des mathématiques dans le cadre de l'informatique. Et on va aussi du coup chaîner un ensemble de blocs. Donc en gros, c'est toutes ces technologies qui ont été agencées de manière ingénieuse et qui vont pouvoir, toutes les règles de cet agencement, c'est ce qu'on va potentiellement appeler un protocole. Un protocole dans la vie de tous les jours, c'est les règles finalement pour communiquer. Quand on respecte un protocole, c'est qu'on a respecté certaines règles pour pouvoir communiquer. Donc dans les protocoles qu'on connaît tous, par exemple, il y a un protocole de messagerie, c'est qu'on va respecter un ensemble de règles informatiques pour s'échanger des messages facilement. Ou un protocole Internet de publication pour publier sur Internet. Et là la blockchain, on peut appeler ça, en fait, c'est un protocole aussi. Donc c'est un ensemble de règles à respecter pour bien communiquer, mais là, cette fois, ce protocole, il va s'occuper de transfert pair à pair. Donc protocole, façon de communiquer, transfert, c'est-à-dire que je vais pouvoir envoyer de la valeur sans duplication, c'est-à-dire si j'ai une valeur, donc ça peut être un jeton ou un actif numérique ou une représentation d'un asset, si je l'envoie à quelqu'un, d'après le protocole, du coup, je ne peux pas l'envoyer à quelqu'un d'autre. Il y a vraiment une atomicité des choses et c'est ça qui fait l'intérêt de ce protocole.
Et la dernière chose, c'est que je vais pouvoir faire ces transferts sans un intermédiaire de confiance. Et donc c'est ça qui va être... ce transfert va être réalisé par le réseau qu'on va détailler. Donc finalement, pour faire ce transfert, on va avoir dans les éléments de base, ce qu'on va appeler une transaction, on va souvent appeler ça des transactions. Et une transaction, finalement, c'est rien d'autre qu'une information signée par quelqu'un. Donc l'information, une transaction normale, ça va être je transfère moi, en tant qu'individu A, je transfère 10 jetons vers un autre individu. Et ça, on va appeler ça transaction si justement l'émetteur a signé cette demande de transfert et a indiqué le destinataire. Donc typiquement, ça va être une transaction simple. Et ensuite, donc l'ensemble de ces transactions qui sont signées par ce qu'on verra plus tard des wallets vont être regroupés dans des blocs. Et les blocs entre eux aussi vont être chaînés de manière cryptographique. Du coup, on se retrouve à avoir comme un registre où on a à la fois une historisation, un ordonnancement, une validité des éléments qui sont inscrits, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir dépenser, comme tu disais, un asset qu'on n'a pas. Et donc, un autre intérêt aussi, c'est que la création de ces blocs, elles vont être redatées dans le temps. Donc, ça donne une information supplémentaire et la notion du temps, à quel moment ces transactions ont été établies. Donc là, si on regarde ce schéma, on n'a pas encore la notion de où sont stockées ces données. Et c'est là où, finalement, le réseau va être constitué de nœuds. Et l'ensemble de ces full nœuds va avoir en stockage toute l'information de cette blockchain. Donc quand on se synchronise sur un réseau blockchain, la première étape qu'on fait, c'est que du coup, on télécharge le logiciel qui respecte ce protocole. Et la première étape au moment où il est allumé, c'est qu'il va se connecter à tous les paires du réseau pour télécharger le dernier état. Donc là, on a parlé de qu'est-ce qu'on trouvait dans les blocs et comment cet état était partagé, mais on n'a pas parlé de comment on se met d'accord pour créer ces blocs. Et c'est là où on va avoir l'intervention soit de mineurs ou de validateurs, et ça va être des nœuds comme les autres, sauf qu'ils vont faire un travail supplémentaire, c'est-à-dire que toutes les transactions qu'ils voient arriver des gens qui ont propagé, ils vont décider de les regrouper dans des blocs et de les proposer. Mais du coup, il faut définir des règles pour cette création de blocs. Et selon les blockchains, on va pouvoir avoir différents types de règles. Donc une règle connue, c'est la preuve de travail, proof of work. Donc ça va être une contrainte au moment de la création du bloc. Les mineurs, ils ne devront pas seulement récupérer toutes les transactions dans un bloc, mais il y aura une contrainte, un calcul mathématique difficile, et donc ils vont devoir avoir de la puissance pour calculer cette contrainte. Et au moment où ils arrivent à trouver la solution, du coup ils proposent un bloc sur le réseau, et donc tous les autres mineurs qui eux aussi essayaient de trouver ce nouveau bloc, vont tout de suite avoir l'incentive de chercher le prochain. Puisqu'ils n'ont pas été les premiers à trouver, ils ont l'incentive de chercher le prochain bloc, et le créateur du bloc, du coup, lui, va avoir une récompense pour avoir trouvé ce bloc. Donc c'est comme si on avait une course pour créer des prochains blocs, et c'est grâce à ce mécanisme, et ce qu'on parlait d'agencement, qui nous permet d'avoir... Donc dans les cas des chaînes publiques, avoir un réseau complètement décentralisé, et il y a une course des mineurs pour une incentive économique pour créer des nouveaux blocs. Donc ça, c'est une des règles pour créer des blocs, mais il faut savoir qu'il y en a d'autres, donc notamment une preuve d'enjeu, où il n'y aura pas forcément un calcul, il n'y a pas un calcul difficile à trouver,
avec de la puissance de machine, mais seulement prouver qu'on a déposé des assets en enjeu et que si au moment où on est appelé à créer les blocs, on n'est pas présent, on va être puni, ou si on crée des blocs, on va être rémunéré. Du coup, c'est d'autres règles. Tout l'idée, c'est comme on a un réseau distribué, il faut bien trouver un leader qui nous dit qui est le prochain bloc valide. Et donc il y a différents types de consensus pour se mettre d'accord sur ce nouveau bloc qui vient d'arriver, où l'ensemble du réseau va s'accorder dessus. Donc le dernier, une règle simple, ça peut être aussi de ces validateurs. Du coup, au lieu d'être, on peut définir une liste, qu'on va appeler une preuve d'autorité, c'est-à-dire qu'on va avoir un ensemble de nœuds qui ont été identifiés et de façon, chacun leur tour, ils vont prendre le leadership pour créer un bloc. Et donc on peut imaginer que l'ensemble de ces nœuds soit sous une même entreprise, mais l'intérêt c'est de pouvoir aussi de créer des consortiums, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que différentes sociétés veulent avoir une blockchain commune pour faciliter leurs transactions internes, mais toute la question c'est quelle société possède la donnée ou la base de données. Donc là, on peut imaginer que s'il y a 4 entreprises, ils vont diviser les validateurs parmi les 4 entreprises et finalement l'état de la chaîne sera donc ils pourront commercer entre eux, l'état de la chaîne sera partagé par ces 4 sociétés. Donc pour le switch entre une blockchain de privé ou de consortium, finalement pour moi privé c'est que finalement tous les validateurs appartiennent à une seule société, et un consortium c'est la gouvernance de ce consortium se sera mis d'accord pour pour répartir la création de ces blocs entre différentes entreprises par exemple. Et donc la dernière donc là on a vu les règles qui pouvaient être mises en place pour créer des blocs. La dernière chose c'est ce qui est souvent ce qui est appelé Nakamoto consensus, c'est-à-dire que l'ensemble de la validité de l'état, en fait, on prend toujours la chaîne la plus longue. Et donc c'est ça qui fait foi pour, notamment dans la preuve de travail, pour savoir sur quelle chaîne travailler. Le consensus, c'est de prendre la chaîne la plus longue sur le réseau. Et donc le fait de prendre la chaîne la plus longue, donc je vais essayer d'illustrer ça avec... Facile que je pensais à la blockchain en fait. Ouais. Donc là c'est le petit break à expliquer comme si j'avais 5 ans. Donc finalement une blockchain ça va être au début il y avait un bloc de genèse et un ensemble de règles à respecter. Donc tous les nœuds qui veulent se connecter à la blockchain vont télécharger ces règles et se dire ça c'est les règles que je veux respecter. Et là on a parlé de différentes règles pour créer des blocs. Une règle simple ça peut être que chaque nouveau bloc créé soit plus petit que le précédent. Donc du coup si je suis comme ça l'état va être valide. Si je continue comme ça là il est valide. Par contre je crois qu'on ne voit pas dans le fond en fait. Ouais, et donc, là, s'il y a quelqu'un qui propose un bloc comme ça, parmi les contraintes sur le réseau, aucun nœud va le suivre et finalement, sa proposition ne sera pas valide au niveau du réseau. Et donc l'intérêt, du coup, c'est d'en avoir 2.
sais pas si je vais m'y retrouver. Donc en fait, si on en a un deuxième, la première chose que fait un nœud quand on le démarre, il va se synchroniser par rapport à l'état du réseau. Et du coup, il va se mettre à jour par rapport à l'état qu'il va voir. Hop. Mettre ça. Et donc là, finalement, une fois qu'il est synchronisé, on peut ici, s'il y en a un qui crée un bloc, du coup un autre qui arriverait, un troisième qui arriverait, il irait tout de suite prendre celui qui a la chaîne la plus longue pour trouver l'état sur lequel il faut s'accorder. Et par contre, s'il arrive s'il y a un troisième, donc un troisième nœud qui arrive sur un état comme ça, il voit que les deux chaînes ont la même longueur. Donc la question c'est lequel va être choisi. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que peut y avoir au même moment dans le réseau deux nœuds à deux endroits différents qui vont trouver un bloc différent, mais pourtant qui est valide. Et du coup, en fait, il n'y a pas de choix à faire, il faut en prendre un des deux, parce qu'au fur et à mesure du temps, le réseau va s'accorder sur une des deux chaînes forcément. Et c'est pour ça que souvent, quand on utilise des exchanges, on va demander d'attendre plusieurs blocs de confirmation. C'est exactement pour ça, c'est pour vraiment être sûr qu'il n'y a pas un autre endroit dans le réseau qui finalement va devenir la chaîne principale. Et donc, comme on a vu qu'entre chaque création de bloc, il y a un calcul difficile à faire, on sait que si on attend un certain nombre de temps et des confirmations de blocs qui arrivent, on va pouvoir être sûr que l'état est vraiment l'état final, et donc on peut faire confiance aux transactions qu'on voit sur cette blockchain. Alors, donc là je voulais le montrer, mais j'ai pas mon PC. Mais j'ai peut-être la vidéo sur la clé. Hop. Donc là, en fait, j'ai amené, donc ça s'appelle un DApp Node. Donc c'est à la fois un software et et ils vendent aussi des hardware. Et c'est un logiciel qui va permettre d'installer facilement n'importe quel type de nœud d'une blockchain. Et voilà, l'idée c'est qu'on peut mettre ça à côté de sa Lightbox et de pouvoir... l'intérêt de la décentralisation et de la blockchain, c'est qu'on n'est plus obligé de passer par un serveur intermédiaire. Tous les gens qui se connectent au réseau peuvent vérifier les transactions eux-mêmes et les propager eux-mêmes depuis leur nœud chez eux. Et donc si on regarde ce logiciel qui est installé dessus, il va nous proposer un ensemble de blockchains, et on peut aussi en ajouter si on en a des blockchains privées ou d'autres blockchains. Et une fois qu'on sélectionne le logiciel, ce qu'on a dit, la première chose qui se passe, c'est qu'il va... Donc il démarre. Et la première chose qui se passe, il va chercher des paires sur le réseau. Donc là, on voit qu'il a trouvé deux paires. Et donc, de ces paires, il commence à télécharger l'intégralité de l'état. Ici, on voit qu'il augmente dans les nombres de blocs. Il se met à jour par rapport il vient de commencer sans état, il se met à jour par rapport à l'état final. Et au bout d'un moment, donc ça c'est une autre chaîne, si on prend le numéro du bloc et on va regarder sur une partie publique, on voit qu'on est synchronisé avec le réseau parce qu'on a le même numéro de bloc une fois synchronisé.
Donc voilà, ensuite ça peut se mettre donc, à côté de sa Lightbox et pouvoir se servir soi-même sur l'utilisation des blockchains publiques ou n'importe quelle blockchain qu'on veut installer. Donc là, on a vraiment vu les éléments du réseau de base. Et ce que je voulais inciter, c'est sur l'aspect wallet. Donc c'est vraiment l'élément que va voir le plus l'utilisateur. Et donc on va essayer de décrypter qu'est-ce qu'une wallet par rapport à ce qu'on connaît actuellement. Et aussi comment en créer une. Et ceux qui voudront dans la salle, qui ont un PC, et la 4G ou le Wi-Fi d'April pour les gens d'April, pourront générer une wallet. Et ceux qui arrivent à générer une wallet, avec celui-là, il y a un document, vous pourrez mettre votre wallet et on s'enverra des jetons sur la blockchain. Donc qu'est-ce qu'une wallet? Donc une wallet, c'est vraiment, ça va être constitué. On parlait des transactions tout à l'heure. Ces transactions sont signées par quoi? Elles vont être signées par une clé privée. Cette clé privée, c'est vous-même qui la générez en local. Il ne faut surtout pas qu'elle soit propagée ou diffusée. C'est quelque chose que vous allez garder vous. Et à cette clé privée, il va y avoir une représentation publique. C'est ce qui est marqué en vert. Et donc l'information que vous voulez transmettre, on a dit qu'il fallait la signer avec cette clé privée. Donc c'est ce qu'on voit ici. Et donc le résultat, c'est qu'on a une transaction qui nous identifie publiquement et qui va pouvoir être propagée sur le réseau. Donc si on fait une analogie, donc on a une partie privée, clé privée pour signer. Donc c'est un peu ça. C'est comme si on avait le cerveau, le stylo, la main et l'écriture. Ça c'est la partie privée qui ne peut pas être copiée ni découverte ni falsifiée normalement. En tout cas, on peut imiter des signatures à la main. Là pour les clés privées, derrière c'est des mathématiques dures. Et du coup, personne peut casser cette clé privée. Et la partie publique, c'est la résultante qu'on voit de cette personne qui a signé. Donc une adresse publique. Donc passer d'une clé privée à une clé publique, c'est possible par une dérivation. Par contre, l'inverse n'est pas possible. On ne peut pas trouver la clé privée quand on voit la clé publique. Et donc si on prend la comparaison avec le login mot de passe qu'on connaît, aujourd'hui un login mot de passe, les mots de passe vont être stockés, donc vont être hachés et stockés dans des bases de données serveurs, et quand on va se connecter, on rentre notre mot de passe, et le serveur vérifie qu'en effet ça correspond bien au premier mot de passe qu'on avait enregistré. Avec la blockchain et la wallet, en fait, l'intérêt c'est que toute la partie privée du mot de passe et clé privée ne sortent jamais de la partie client. C'est-à-dire que tout est signé en local et c'est uniquement ce qu'a voulu faire celui qui a signé qui est propagé sur le réseau. Donc ça implique pas mal de changements, c'est-à-dire que la responsabilité des clés, ça a à la fois une autonomie et une responsabilité de ne pas perdre ses clés et si quelqu'un si quelqu'un prend ses clés, il peut prendre l'argent et vous signer à votre place tous les éléments. Et j'en profite pour faire donc souvent dans les journaux, on voit que qu'il y a eu beaucoup de wallets volés. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a des wallets, par exemple, des exchanges, et qu'on a juste un login mot de passe, et finalement, on délègue la confiance à ce serveur qui doit stocker les clés pour ses utilisateurs. Et donc, c'est une mauvaise pratique à faire. C'est-à-dire que si c'est pas vous qui avez généré la wallet, si c'est pas vous qui avez la clé privée, c'est pas... vous avez fait confiance à quelqu'un d'autre. Et si ce quelqu'un d'autre se fait hacker ou usurper pour quelques raisons, du coup, ils vont prendre l'argent. Mais le message, c'est qu'il faut tout générer soi-même et ne jamais garder ses clés privées
ou alors, après, vous pouvez faire confiance à des services, mais derrière, il faut du coup assumer la confiance que vous faites à des tiers. Alors du coup, pour ceux qui ont un PC, vous pouvez donc essayer de créer cette fameuse wallet. Donc ce qui va se passer, on va faire le process de création de wallet et on va découvrir dans le process des choses que je n'ai pas encore expliquées et qu'on essaiera d'éclairer. Est-ce que ça marche ? Donc là, ça va être une extension dans le navigateur MetaMask qui va permettre de générer des clés, une wallet. Donc la première chose, c'est d'ajouter l'extension. Je peux l'ajouter Si certains ont besoin d'un réseau 4G, il y en a un à dispo. Si levez la main si vous avez besoin d'un réseau 4G, ouais. Donc il y a un réseau qui s'appelle Julien, dont le mot de passe est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pas très blockchain. Non. Vous avez entendu le réseau Julien, mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est un modeste réseau 4G traité par Julien, donc pas non plus logique, mais ça vous permet de vous connecter. Le mot de passe c'est... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Merci. Vous êtes tous en train de télécharger. aussi. T'as une idée de la taille du truc? Ça va. Il a fini. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ah, juste, je peux pas... c'est aussi possible d'installer MetaMask mobile. C'est pour Android. Mais sur Android. Android, pardon. J'ai jamais fait. Voilà. Donc là, il va nous proposer, soit on a déjà des clés privées, on va vouloir les importer dans MetaMask, soit on peut créer une nouvelle wallet. Donc on lit tout et on est d'accord. Donc là, je vous ai dit que les mots de passe, c'est login, c'était fini, et la première chose qu'on voit, c'est un mot de passe. Donc pourquoi donc ce mot de passe, il va pas du tout être utilisé sur le réseau blockchain. Par contre, c'est pour sécuriser, comme on va créer une clé privée, il faut la sécuriser en local sur notre PC. Et c'est ce mot de passe qui va permettre de la sécuriser. C'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui vient derrière votre PC et qui va vouloir utiliser MetaMask, il va y avoir un mot de passe de prévention pour pas qu'il puisse y accéder rapidement. Alors, je mets quoi ? Donc c'est un mot de passe pour éviter que quelqu'un se connecte à ce plugin facilement et qu'il ait quand même un garde-fou en prévention avant de pouvoir signer des messages et les propager sur le réseau. Alors je vous ai parlé d'une clé privée et d'une clé publique et on ne voit pas du tout ça, on voit qu'il nous demande 12 mots. Donc pourquoi en fait, ces 12 mots, ça va être des sésames. C'est vraiment le sésame à retenir. C'est-à-dire ces 12 mots, d'ailleurs, dans le process, ils vont vérifier qu'on les a bien notés. Si vous avez ces 12 mots, vous obtenez votre clé privée. Et on va voir comment, avec ces 12 mots, c'est comme si vous aviez votre clé privée. Donc c'est les seules choses qu'il faut vraiment backuper et garder en mémoire. Donc là, quand on va faire suivant, ils vont nous demander de remettre les mots pour vérifier qu'on les a bien notés. Donc c'est ce que je vais faire. Il faut les noter, c'est bon? Oui, donc soit les noter dans un fichier à côté, soit les noter sur un papier, parce que là, ils vont redemander de confirmer ces 12 mots.
cas où on les perd, on perd vraiment notre... Si vous les perdez vos 12 mots, vous perdez votre accès à la clé privée. Après, il reste, tant que vous avez de votre client et que vous avez votre mot de passe, vous arrivez à déloquer, vous allez pouvoir passer votre transaction, mais c'est vraiment ces 12 mots. Si vous allez n'importe où, sur n'importe quel PC, avec ces 12 mots, c'est votre identité pour signer les transactions. Donc, c'est la partie importante. C'est un petit utilitaire dans la barre de programme qui s'appelle Netpad qui peut-être dans la barre. Là, quand je fais suivant, il me demande de renoter tous ces 12 mots dans l'ordre. Il y a un fil Twitter où ça note l'ensemble des 12 mots qui ont une espèce de portée philosophique sur les phrases générées. Donc, des fois, il peut y avoir des surprises. Si vous avez une difficulté ou pas, n'hésitez pas à lever la main, je peux me déplacer. Donc là, la wallet elle est générée et il demande du coup le mot de passe qu'on a rentré au début. Donc voilà, on a généré nos wallets, on a déloqué via MetaMask pour avoir accès à cette wallet. Et donc là, on va retrouver nos deux éléments enfin, c'est-à-dire que ici, l'adresse qui est ici, ça va être la clé publique. Et on peut aussi aller voir la clé privée en allant dans Détail, exporter la clé privée. Et là, il redemande le mot de passe MetaMask pour être sûr parce que c'est la partie, comme je disais, cruciale pour signer les transactions. Et donc là, ça nous donne la clé privée. Alors, on va juste se souvenir que ça commence par 118 et ça finit par 008. Voilà. Donc là, j'explique pourquoi il y a un mot de passe et les 12 mots. Donc je vous ai dit qu'il y avait un lien entre les 12 mots et la clé publique et la clé privée. Et du coup, c'est vraiment ces 12 mots qu'il faut retenir.
Et donc là, il y a un site donc, qui est présent dans les slides qui nous permet de voir comment ça se passe. Donc en effet, si je recolle donc, les 12 mots qu'on m'a donné de bien mémoriser, donc là, on a rentré. Vous entendez? Ouais, mais super dur. À quel moment tu as créé la galette? J'ai vu que tu avais tapé créer une galette, une wallet. Tu l'as fait ou c'est juste un exemple de ce qu'on pouvait faire? À un moment, il y avait deux choix. Créer un portefeuille, ça s'appelait. Oui, je l'ai fait dessus là. Ouais, Julien va aider. Mais après, j'ai vu qu'il avait créé une wallet. Dès que tu écris ce qu'on voit dans MetaMask. Ouais. Je sais qu'il a clé privée là. Oui, c'est bon. Ça, c'est la suite. La suite. C'est à partir de là. Parce qu'il a passé il a enchaîné la suite. En fait, la question c'est comment on retrouve la clé privée. Non, je sais tout ça. C'est parce qu'après tu as parlé de wallet et je me suis dit que tu avais déjà créé une. Et là, vous avez déjà créé une wallet. Oui, d'accord. Et on voit donc l'adresse publique qui est là, qu'on peut copier-coller pour envoyer, etc. Et on peut aussi accéder à des Oui. comme Je vais remontrer. Donc là, c'est un site qui nous permet de comprendre comment on passe de ces 12 mots à ces fameuses clés publiques et clés privées. Donc si je rentre les 12 mots et que je lui dis que là, la blockchain, c'est Ethereum, il va me sortir un tableau. Et donc, on se souvenait que la clé privée, elle commençait par 0118 et 008 à la fin. Et en fait, c'est ça, les 12 mots, c'est juste un sésame à retenir qui nous permet de retrouver la liste des clés publiques et privées. Et ce qu'on peut voir en plus, c'est que ces 12 mots, finalement, c'est pas une seule wallet qui est générée, mais c'est une liste de wallets. Mais bon, celle qui nous intéresse, c'est la première qui est ici. Et donc, on voit que l'adresse, c'est 62C7. Et en toute logique, c'est ce qu'on doit retrouver dans notre interface MetaMask, 62C7. Donc là, j'insiste là-dessus, parce que finalement, c'est ce qu'un utilisateur a à faire au quotidien. Si on lui parle de blockchain, il veut interagir avec lui. Première étape, c'est déjà avoir une wallet à lui et bien comprendre tous les différents éléments entre le password MetaMask, la clé privée, clé publique et les 12 mots qui sont juste un sésame pour retrouver ces informations. Et donc pour ceux qui ont réussi à générer leur wallet, vous pouvez aller sur Bitly tous transferts. Donc rien ne se perd, rien ne se crée, tous transferts. Et vous pouvez ajouter en commentaire votre wallet. Et du coup, ceux qui mettront là, moi avec une autre wallet, je peux vous envoyer du coup la crypto-monnaie de cette blockchain, c'est des Ethers. Du coup, vous pouvez recevoir des Ethers sur votre wallet publique. Donc je vais aller voir le document et dès qu'il y aura des commentaires avec des wallets, je vais pouvoir envoyer. C'est la clé publique qu'on doit envoyer, c'est ça? Oui. Il ne faut jamais envoyer sa clé privée. Il faut toujours la garder pour soi.
c'est tu iras là. C'est tu iras là. Ouais, c'est bon. Du coup, elle n'est pas ouverte en lecture, mais vous pouvez commenter dessus, normalement. Et du coup, moi, je vais regarder les commentaires et je vais envoyer aux clés publiques. T'en as quelques-uns, ouais. Je vois qu'il y a plein de monde. Voilà. Je ne peux pas voir pour tout le monde. Il faudra échanger entre vous. Il faudra envoyer à votre voisin. Ah oui. Là, je vais envoyer à la wallet qui commence par 577. Il y a un élu. Et justement, c'est la pseudo-anonymité, c'est-à-dire que vous avez généré une wallet et vous n'êtes pas obligé de révéler qui est associé derrière cette wallet. Aujourd'hui, si on ne fait pas le lien entre vous pouvez recevoir de l'argent sans forcément avoir un lien avec qui a généré la wallet. Ouais, on voit. Bon, j'en fais un. Je vais prendre la B. Je fais une transaction à la B. Là, tu veux du vrai argent, là, François? Oui. Oui. Ouais, c'est quand même plus drôle. Et du coup, je vais aussi m'envoyer sur cette wallet ici, comme ça on pourra le voir ensemble comment ça marche. Pas encore, je calcule en montant pour faire. Donc là, normalement, la personne à 0,577 a reçu, si elle regarde sa balance, elle est différente de 0, elle voit une transaction qui est arrivée dessus. Déjà, est-ce que quelqu'un sait qu'il est le 0,577? Je ne veux pas déclarer officiellement. Ah, un euro gagnant là-bas dans le fond. Ah. Tu étais déjà riche de 10 $. Oui, $1,5. Je peux poser le bouchon en 4 ans pour S'échange, le TH s'échange actuellement à $170. Normalement, j'ai envoyé d'une wallet à la wallet que je viens de créer. Donc là j'ai reçu
0,2 Ether par une autre wallet. Donc les choses intéressantes qu'on peut regarder, c'est d'aller du coup voir cette transaction sur la blockchain. Donc là, on va retrouver des informations quelle clé publique nous a envoyé ces fonds. Et on voit notre clé publique en tant que réception de ces fonds et la valeur qui a été envoyée. Et donc on voit que cette transaction a été mise dans un bloc, on voit le numéro du bloc, et ça nous indique qu'il y a eu 7 blocs confirmation, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, on est serein par rapport à la preuve de travail que cette transaction ne sera... Il n'y a pas un autre élément dans le réseau qui va annuler cette transaction. Plus il y a des blocs de confirmation, plus on est serein sur l'état final du réseau. Et donc, j'ai envoyé un peu à la deuxième adresse qui était indiquée. Donc l'adresse 0xC82DA, etc. Donc ce que je vais faire, tout le monde a mis son adresse, je vais télécharger en PDF et vous pouvez garder votre wallet et on essaiera d'envoyer un peu à tout le monde. Donc là, ce qu'on a vu, c'est que on peut envoyer, si on aurait regardé les logs du MetaMask, on peut soit il se connecte sur un autre blockchain, mais on ne sait pas lequel, soit on peut décider de le connecter à notre propre nœud chez soi. Et du coup, si on regarde en même temps les logs de son nœud, on voit que la transaction a été propagée, et quelques instants plus tard, on a un accusé de réception comme quoi notre transaction est minée, c'est-à-dire qu'elle est incluse dans un bloc, et donc le transfert d'argent a été effectif. Donc ensuite, il y a différents explorers qui vont nous permettre de tracer ces transactions et de récupérer des informations. Donc là, on a généré une wallet dans notre navigateur. Donc on a sécurisé par un mot de passe. Mais il y a d'autres manières d'avoir des wallets plus sécurisés, et notamment des hardware wallets. Et donc, ce qui va se passer, c'est quand vous allez initialiser une hardware wallet, vous allez avoir la même cérémonie avec les 12 mots à noter. Et la clé privée, du coup, ne sortira jamais de la hardware wallet. Et ce qui va se passer, et vous pouvez l'utiliser avec MetaMask aussi, par exemple, au moment où vous envoyez la transaction, vous dites, en fait, moi je ne veux pas utiliser la wallet qui est dans le navigateur, je veux utiliser la wallet qui est dans ce hardware. Et la partie cruciale, qui était le moment où vous signez le message, ça va se faire uniquement dans le hardware. Et le message signé qui lui peut être propagé, ensuite va suivre le même chemin que... C'est vraiment juste pour sécuriser la partie signature avec la clé privée. Et voilà, parce que du coup, si votre ordinateur est infecté ou s'il y a des malwares, ou si voilà, le fait d'utiliser, c'est moins sécurisé d'utiliser dans votre navigateur que d'utiliser ce type de matériel. Et ce qu'il faut comprendre, c'est juste si jamais le matériel est cassé, c'est pas grave, vous en prenez un autre, vous le réinitialisez avec vos 12 mots. Et du coup, vous pouvez continuer à signer vos transactions. Donc là, on a vu les bases d'une blockchain, on a vu les bases d'une wallet, comment on envoyait sa première transaction sur un réseau.
Maintenant, dans un cadre de hackathon, finalement on aimerait faire un peu plus que du transfert d'argent. Et c'est là où on va pouvoir commencer à penser à comment développer avec la blockchain, comment créer des applications ou des use cases. Et donc la première question à se poser, c'est déjà est-ce qu'on a besoin d'une blockchain pour ce qu'on veut faire. Et bien la plupart du temps c'est non. Dans 99% des cas. C'est pas très vendeur. Il va falloir que tu inverses la logique. Mais quand on en a besoin, c'est très intéressant. Donc j'ai trouvé pas mal les questions là, c'est un schéma de Deloitte pour est-ce besoin d'une blockchain. Donc la première question c'est est-ce que vous avez besoin d'une base de données? Si la réponse est non, vous n'avez pas besoin de blockchain. Est-ce que vous avez besoin d'un accès partagé en écriture sur un état? Si la réponse est non, pas besoin de blockchain. Donc si les participants sont connus et de confiance, oui. Et est-ce qu'ils ont des intérêts communs? Donc s'ils sont connus de confiance et des intérêts communs, il n'y a pas besoin de mettre en place une blockchain. Une simple base de données suffit. Et s'ils n'ont pas des intérêts communs, est-ce que ces gens-là veulent utiliser un tiers de confiance? Si c'est oui, du coup c'est ce tiers de confiance qui peut héberger les données dans une base de données et ça couvrira très bien le besoin. Et donc s'il n'y a pas volonté d'avoir ce tiers de confiance, la dernière question c'est quel type de gouvernance on veut mettre en place. Est-ce qu'on veut être totalement public ou alors on veut créer un consortium et décider en commun de comment on va gérer notre blockchain, et c'est là où on va ensuite avoir la différence sur est-ce qu'on fait une blockchain privée, une blockchain, on se greffe sur une blockchain publique pour notre application, ou on met en place une blockchain de consortium avec différentes entreprises. Et donc, du coup, de là va décliner le choix soit du consensus de la blockchain qu'on voyait, par preuve d'enjeu, preuve de travail ou preuve d'autorité. Et voilà, c'est un peu une grille pour déjà, si on a une idée en tête, voir si la technologie blockchain est en adéquation avec ce qu'on veut faire. Je pensais que le fait que des transactions soient fréquentes était aussi un critère, parce que si tu arrives à répondre oui à tout ça, mais qu'à la fin tu n'as besoin d'utiliser le consensus qu'une fois tu es 10 de l'an, peut-être que la blockchain c'est aussi un peu... Ouais, en effet, il y a une notion qui est importante, c'est que les transactions qu'on a fait tout à l'heure, elles ont un coût en gaz. Donc chaque transaction a un coût pour l'utilisateur. En effet, si on est sur un processus de micro-paiement, on a énormément de transactions à faire. Une blockchain publique, ça va être des frais très élevés par rapport aux bénéfices qu'on en retire. Par contre, si on a des transactions à faire où on doit mettre des preuves une fois par mois à un endroit donné, là l'aspect coût et throughput est acceptable. En effet, le choix de savoir si... le choix c'est par rapport aux frais de transaction qui peuvent être élevés sur des réseaux publics. On paye le prix de la décentralisation de l'information et ça a un coût qui restera... qui est normal pour l'effort qu'on va demander à tout le monde de persister une information publique. Et donc là, on peut commencer à parler finalement des transactions un peu plus complexes, qui ne sont pas seulement des transferts d'argent, mais on va pouvoir faire des transactions particulières qui sont du code lui-même. C'est-à-dire dans la transaction, au lieu d'être j'envoie de l'argent à B, ça va être carrément du code qui est écrit par développeur qui va être persisté dans la blockchain. Et la finalité de persister dans cette transaction dans la blockchain, c'est qu'il va y avoir une adresse qui est générée. Pas une adresse de type wallet comme on voit, mais cette adresse en fait va être la référence vers un code. Et ça persister dans l'état de blockchain. Et ça va permettre aux autres personnes, donc aux autres wallets, de pouvoir interagir en destination au lieu d'envoyer à quelqu'un de l'argent. On pourra envoyer une information sur ce contrat.
Et donc c'est là où on peut commencer à imaginer différents use cases, programmer et ce qu'on appelle la programmable monnaie, c'est-à-dire qu'on est toujours sur de la blockchain, donc même ce smart contract adresse peut posséder lui-même des fonds. Si tout à l'heure on s'est envoyé de l'argent entre nous, on peut aussi envoyer de l'argent sur un smart contract. Et donc la balance de ce smart contract aura de l'argent et on peut programmer la façon dont cet argent peut sortir de ce contrat. Et par exemple, s'il y a de l'argent sur un contrat, on peut décider qu'il faut une dizaine de wallets qui vont voter pour telle chose pour que l'argent qui est sur le contrat aille sur une autre personne. Et donc pour illustrer ce qu'on peut faire, ce qu'on a pensé en préparant ces meet-up et ce hackathon, c'est de modéliser par exemple, prendre un cas simple d'un jury de hackathon, donc futur hackathon, où on va pouvoir créer un smart contract qui va représenter l'événement de ce hackathon sur les 2 jours. Donc ce qu'on va pouvoir avoir envie de modéliser, c'est que les sponsors vont pouvoir envoyer de l'argent sur ce contrat et uniquement certaines wallets donc, qui vont être le jury vont pouvoir voter sur les projets et utiliser l'aspect temporel de la blockchain où au bout des 2 jours, une fois que le jury a voté et que le hackathon est fini, par exemple, le gagnant de ce hackathon peut aller retirer l'argent des sponsors qui auront mis de l'argent sur ce contrat. Et donc c'est pour donner des idées un peu sur comment on peut utiliser ces smart contracts et trouver des use cases. Finalement créer des contrats et l'assurance, en quelque sorte finalement c'est des contrats. On peut imaginer le hackathon comme un mini-contrat entre ceux qui participent en disant vous venez au hackathon, vous formez des équipes, vous proposez un projet, implicitement il y a un jury, il y aura des récompenses, etc. On peut imaginer ça comme un mini-contrat, on peut s'amuser à modéliser ça sous forme de smart contract. Et donc une fois qu'on a décidé des règles et qu'on les a déployées, du coup là l'intérêt c'est qu'il n'y a aucun administrateur qui peut venir en tant que super admin, modifier les votes ou changer les règles au cours du temps. Ce qu'on aura codé et déployé s'exécutera selon uniquement des transactions de wallet. Et donc dans la réflexion de votre futur hackathon, la première étape, c'est de pouvoir finalement identifier les acteurs. Si vous avez une idée de use case, pouvoir classifier les acteurs. Donc par exemple dans notre cas, il va y avoir le créateur du smart contract, est-ce qu'on lui donne des droits privilégiés ou pas du tout? C'est quelque chose qu'on va pouvoir coder. Et donc, par exemple, si c'est moi qui déploie le smart contract, celui qui déploie smart contract n'aura pas forcément d'autres privilèges que d'avoir déployé le smart contract. À aucun moment il pourra modifier l'état des choses qui ont été codées ou prendre l'argent qui est fait sur le contrat. C'est vraiment ce qui aura été codé qui sera exécuté. Et on peut avoir donc, les membres du jury qui eux auront une wallet identifiée pour pouvoir voter. Tout le monde ne pourra pas voter. Et ensuite les hackers du coup qui pourront rejoindre des équipes ou et du coup postuler leur projet pour être voté et obtenir des récompenses. Donc la première étape dans la préparation du projet, ça peut être qui sont les intervenants, les acteurs, leurs responsabilités et leurs actions possibles qui vont pouvoir finalement être automatisées via un smart contract. Ensuite, il y a la notion de cycle de vie. Par exemple, dans le hackathon, il y a peut-être un moment où c'est le jury qui décide quand il commence et quand il se termine. Et donc ça aussi, ça peut être des fonctions du smart contract qui sont là pour déclencher, selon le cycle de vie qui a été déclenché dans le contrat, on peut ou pas faire des actions. Si on soumet un projet après la fermeture du hackathon, le smart contract refusera l'entrée du projet, etc. Donc on peut comme ça lister, donc sans avoir besoin de connaître du code, finalement lister des fonctions
arrêter, démarrer Hackathon, enregistrer un projet, envoyer de l'argent par les sponsors, voter, recevoir de l'argent, et faire un travail de réflexion sans être obligé forcément durant ce hackathon de coder physiquement le smart contract. Mais donc en préparant ces slides, du coup j'ai essayé d'implémenter ce que j'ai écrit. Et donc là j'ai pris un imprime écran, mais du coup il faut comprendre que derrière ça va être du code. Donc un langage Solidity qui permet d'écrire des smart contracts. Et ça va se matérialiser par des états dans ce smart contract et des fonctions qu'on peut appeler. Ici, si on voit les fonctions en jaune, c'est des fonctions comme soumettre un projet. Et derrière, ça va être la même chose que utiliser MetaMask pour propager une transaction. Et les fonctions en rouge, c'est des fonctions qui ont certains privilèges qui peuvent recevoir de l'argent. Par exemple, la fonction là, c'est sponsorize. On a écrit dans le smart contract que quand quelqu'un paye cette fonction, on l'autorise à aussi envoyer de l'argent qui va être stocké dans le smart contract. Et les fonctions en bleu, ça va être pour interroger l'état à un moment donné, savoir si on a gagné, si les votes sont finis, etc. Et donc, comme je le disais, pour les utilisateurs de smart contract, ça va être la même chose. On aura une wallet et au lieu de dans le destinataire, en fait, on va appeler ce contrat pour interagir avec lui. Et ce que signe comme message la personne avec sa clé privée, c'est je signe l'appel de tel smart contract où je vais appeler telle fonction en lui passant tel paramètre. Et donc c'est comme si, pour ceux qui sont dans l'informatique, c'est comme si on avait un ordinateur, sauf que son exécution n'est plus assurée par une machine, mais par un réseau. Par un réseau décentralisé qui exécute ce qu'on lui demande. Et du coup, pour chaque exécution, par contre, a un coût. Pour éviter que, si dans ce qu'on a codé, il y a une boucle infinie, on ne va pas faire écrouler tous les nœuds, parce qu'ils seront en train d'essayer d'exécuter ce qui ne peut pas s'exécuter. Du coup, c'est là où il y a la notion de gaz. Il faut imaginer que chaque ligne d'instruction qu'on va écrire aura un coût en gaz et qu'une transaction qu'on envoie forcément est limitée en gaz qu'elle peut consommer. Donc là, si on va voir cette adresse, on voit que cette adresse, c'est un smart contract. Donc la première transaction qu'on va voir, c'est le développeur qui a déployé le code. Donc, on retrouve les mêmes informations qui a envoyé le contrat. Par contre, le destinataire, on voit qu'il n'y a personne et que le destinataire est la création d'un nouveau contrat. Donc, et de quoi est constitué son contrat? Ici, on voit un ensemble de choses illisibles. C'est le code compilé qui est stocké sur la blockchain et qui pourra être appelé. Donc, ce qui est intéressant avec ces explorateurs, c'est qu'on peut charger le code en question dedans, ce qui nous permet de le lire en direct. Et donc là, on voit que donc c'est un code très simple à lire, c'est qu'on a une variable, et cette variable, on peut obtenir l'état ou mettre à jour l'état. Donc là, la première transaction, on a dit que c'était la création du contrat lui-même. Ce que peuvent faire les gens, c'est-à-dire les autres wallets, c'est interagir avec ce contrat. Et si on regarde la deuxième transaction, donc ça nous dit une wallet a appelé ce contrat. Et qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle n'a pas demandé un transfert d'argent, elle a demandé d'appeler la fonction set. Et donc elle a signé un message en disant quelle valeur elle voulait mettre dans cette fonction.
Et si, je crois que depuis l'Explorer, on peut contrat. Donc à tout moment, je peux lire la valeur qui est enregistrée dans cet état. Ici, il y a 3, la valeur 3 qui est enregistrée dans ce contrat. Et comme j'ai une wallet ici, il y a MetaMask, je peux décider de la changer à 5. Donc il me dit de choisir le bon réseau. C'est sur un réseau de test, Burly. Mais j'ai pas de test. Donc là, j'ai pas. Donc là, ça ne va pas aboutir parce que j'ai pas de réseau Burly, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a le même process que tout à l'heure. C'est qu'on a un MetaMask qui va nous demander de confirmer une transaction et elle va se propager de la même façon sur le réseau, mais sauf qu'au lieu de transférer de l'argent, elle appelle du code qui est stocké sur la blockchain. Donc là, on a modélisé finalement une situation d'un hackathon. Mais l'intérêt de la blockchain et des smart contracts, c'est qu'on va pouvoir imaginer d'autres choses, et c'est des choses qui ont été déjà expérimentées. Donc, on peut passer de ce fameux contrat jury de hackathon vers une DAO post-hackathon. Et alors DAO, c'est un mot qui veut dire Decentralized Autonomous Organization. Et on peut imaginer que tous les projets qu'on postule pour ce hackathon puissent, à la suite du hackathon, demander du financement pour continuer leur projet et donner à tous les participants du hackathon des crédits de vote. Et ensuite, du coup, ce ne serait pas seulement le jury qui voterait pour continuer le projet, mais finalement ce serait l'ensemble des participants du hackathon qui décident de valoriser et continuer du financement sur un projet. Et alors, c'est pas seulement une idée, c'est par exemple quelque chose qui a été expérimenté sur un hackathon à Berlin. Donc c'est des gens qui ont développé DAO Stack. Et par exemple, tous les participants du hackathon ont reçu une wallet avec laquelle ils pouvaient réclamer des crédits de vote. Donc quoi, ils avaient participé au hackathon, ils font partie de la communauté, on leur a donné un poids de vote. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du hackathon, donc ceux qui ont organisé ont mis 15 000 $ sur un smart contract, et ensuite ont invité à tous ceux qui voulaient continuer leur projet à postuler en disant voilà ce que j'ai fait, voilà ce qu'on veut continuer à faire, on demande ça comme financement. Et ensuite il y a une phase de vote où tout le monde a pu voter pour finalement allouer le fonds qui était commun à tel ou tel projet qui demandait un financement. Par exemple, on a un projet ici qui a demandé 5 Ethers pour continuer son projet. Et l'ensemble des gens du hackathon ont voté et ça a été validé. Donc le programme Humble Money, du coup, ils vont recevoir le financement pour ce qu'ils ont demandé. Et là, je trouve que c'était une idée pas mal. On a vu que l'histoire des 12 mots, en même temps, on dit qu'il faut les retenir, il ne faut pas les perdre, mais en même temps, il faut avoir accès pour signer les choses. Donc c'est à chaque fois un compromis entre j'en ai besoin, mais il ne faut pas que je le perde, il ne faut pas que je le vole. Et où je le stocke. Et là, donc, il y a une idée qui a été développée et qui est en cours de test. C'est de pouvoir, par des endroits géographiques, on a tous des endroits géographiques, si on nous donne une carte en palace de points, par rapport à notre vie, il y a des endroits où on sait que ces lieux, on va les reconnaître. Par contre, quelqu'un d'autre qui n'a pas vécu notre vie, il ne va pas choisir ces mêmes lieux. Du coup, c'est pour augmenter l'expérience utilisateur, pouvoir avoir des façons de recovery qui soient basées sur des endroits de location continue. Ils ont commencé ce projet pendant l'hackathon, ils ont demandé de pouvoir le continuer, et du coup, d'ailleurs, ils ont gagné un prix, mais du coup, ils ont aussi postulé dans cette DAO post-hackathon. Donc voilà, c'est pour illustrer que
les smart contracts aussi, ça permet de s'organiser de façon collective, mais finalement les prises de décision peuvent être aussi réparties. Là, les gens qui ont voté, c'est l'ensemble des participants de l'hackathon qui ont finalement voté pour le financement à venir. Donc voilà ce que je voulais présenter. Donc, les éléments de la blockchain, la wallet, des transactions simples, jusqu'à des smart contracts qui peuvent être des éléments plus intéressants lors de hackathon pour imaginer des use cases plus importants que simplement du transfert d'argent. Et donc, il y a une knowledge base, donc une base de connaissances que nous on a essayé de mettre un peu des documentations pour aller plus loin. Et notamment, il y a un tutoriel pour les développeurs qui veulent déployer leur premier smart contract. Il y a un petit tutoriel avec une vidéo où ils sont guidés pas à pas. Donc vous pouvez aller dessus puis poser des questions si vous avez des problèmes. Et on mettra aussi un ensemble de liens que Julien va préparer sur des éléments intéressants. Donc les oracles, les défis, on en a déjà parlé, les DAO qu'on a un peu illustrés, et aussi ce qu'on peut faire. Aussi cette présentation-là aussi. Ouais. Et donc la conclusion, c'est que là, on a beaucoup vu l'aspect blockchain, smart contract, transaction. Et si c'est pas ouvert vers l'extérieur, ça reste un peu stérile du coup. À un moment donné, il faut le connecter à des données réelles dans le monde. Et c'est là où on va avoir besoin de ce qui est appelé des oracles ou des data wallets. Et voilà, si on fait justement juste de la logique sans apporter des données extérieures, les champs d'application sont limités. Et c'est là où on a besoin de jeux de données à connecter à la blockchain. Et ça va être un des points qui sera présenté et abordé lors du prochain bloc 3. Entre autres, parce qu'il y aura